Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Alors les vrais premiers repas d'un bébé, ça peut être un casse-tête pour nous les parents. C'est même souvent source de stress quand on est face à son premier. On veut être certain qu'il ne lui manque aucune vitamine, qu'il ait tout ce dont il a besoin pour se développer au mieux. Mais parfois c'est pas simple. Il nous crache les légumes à la figure. Vous vous rappelez, Julia? C'était on l'enfer. l'a tous vécu. Alors comment leur faire accepter? On va voir ça et bien d'autres aspects de l'alimentation des petits avec vous, Marie Ruffier-Bourdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pathologie digestive et alimentaire des enfants. Vous êtes également autrice du livre Mes premiers repas avec plaisir et sans stress, paru aux éditions Marabout. Alors on le sait, se nourrir, c'est évidemment une activité essentielle dans notre vie quotidienne en tant qu'adulte, pour nous tous, mais ça l'est encore plus pour les plus jeunes. Pourquoi cela ? Alors, c'est important pour nos plus jeunes parce que tout d'abord, ça leur permet de grandir, grossir et surtout développer leurs capacités au niveau du cerveau. Mais aussi, ça va créer tout le répertoire sensoriel alimentaire pour leur prochaine vie d'adulte. Alors pourquoi, alors que c'est quelque chose de terriblement banal de s'alimenter, pourquoi nous, en tant que parents, nourrir notre bébé, ça devient hyper stressant ? J'ai l'impression effectivement qu'il y a deux gros stress quand on devient parent, l'alimentation et le sommeil. Ouais, oui, ça c'est sûr. L'alimentation, c'est la vie ou la mort de notre bébé dans notre tête de maman. Donc il faut qu'on y arrive, il faut qu'il mange. Et c'est vrai que quand il mange pas, quand les courbes de poids se cassent, ça devient terriblement angoissant. Et on ne sait pas trop vers qui se tourner. Et donc là, entraîne du stress qui va entraîner encore des repas qui vont être encore plus difficiles. Alors vers qui se tourner? Parce qu'il y a plein de gens qui se tournent vers nous, par contre, quand on a ce genre de problème. La belle-mère, la maman, la tati, la copine. On a des conseils de tout le monde, c'est un enfer. Franchement, moi j'ai des souvenirs affreux, notamment du premier allaitement, où tout le monde y allait son conseil et c'était contradictoire avec le conseil de la précédente. Enfin, c'est qui la bonne personne vers qui se tourner? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une seule personne conseil, on va dire? Vous avez vraiment pointé du doigt ce qui est compliqué pour les mamans et les papas aussi, c'est d'avoir 1000 conseils qui sont basés sur des expériences personnelles. Moi, j'ai fait comme ça et ça a marché. Sauf que, toi, c'est pas mon bébé, c'est pas moi. Donc, il faut se tourner vers des professionnels de santé qui vont être formés en alimentation du tout petit. C'est un peu la croix à la bannière, faut pas se leurrer non plus. Mais écouter ces professionnels et puis surtout pouvoir avoir les bonnes informations parce qu'il y en a plein, des différentes sur les réseaux aussi. Et c'est pas forcément la belle-mère. Pas forcément. Ok, à la naissance, notre bébé paraît fragile, mais vous dites qu'il est pourtant un expert sensoriel. Comment c'est possible? Parce qu'on se dit que leur développement n'est pas parfaitement abouti. Si les sens, ils sont, à part la vue qui va maturer plus tard, c'est un expert sensoriel parce que tous les sens se sont développés dès les premiers mois de la vie intra-utérine. Et donc notre bébé, quand il naît, c'est un expert sensoriel qui sait se diriger tout seul vers le téton de la maman pour téter. Donc oui, c'en est un. Alors, on connaît tous les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Mais dans votre livre, vous ajoutez 2 autres sens, le sens vestibulaire et le sens proprioceptif. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, ces 2 sens, ils sont hyper importants. Le vestibulaire, c'est le mouvement. Vous savez, ce bébé que vous bercez pendant des heures pour l'autoréguler, pour l'endormir. Et la proprioception, c'est les câlins, c'est le portage. C'est la position de notre corps. Ces 2 sens, ils sont déjà présents dès que le bébé est dans le ventre de la maman. Et notamment, il y a une question que je pose assez régulièrement aux mamans, c'est est-ce que vous avez été alité? Alité parce que alité, le bébé ne bouge plus forcément dans le ventre. Et la proprioception, c'est aussi tous ces choses que le bébé va ressentir en poussant un petit peu. Vous savez, cette main que vous voyez apparaître, ce petit pied. Et lui, il va déjà se nourrir de plein d'informations sensorielles qui vont lui permettre après de se développer. Et le fait que la maman ait été alitée, ça fait quoi pour le bébé? C'est un bébé qui n'a pas été assez balancé? Enfin, ça fait un enfant qui a des problèmes particulièrement? Alors, parfois, problème, non, mais ça peut être un bébé qui va avoir des besoins autres, c'est-à-dire peut-être effectivement plus besoin d'être bercé, plus besoin d'être porté, mais c'est important de le savoir, nous, en tant que professionnels de santé. Parce qu'ils ont besoin de ce mouvement pendant la grossesse. Exactement. Finalement, c'est important pour leur développement, en fait. C'est ça. Alors, dès la naissance, notre enfant est capable d'avoir une alimentation autonome. Vous parlez même d'alimentation réflexe. Ça veut dire quoi précisément? Vous avez tous vu ce petit bébé où quand vous mettez le petit doigt dans la bouche, se met à téter. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est un réflexe au même titre que quand je mets mon petit doigt dans sa main, il ferme sa main. Ce qui lui permet en fait parce qu'il doit passer d'une alimentation placentaire à une alimentation aérienne. Et donc, ça lui permet ce réflexe de pouvoir se nourrir pour grandir et grossir, le temps d'apprendre à téter vers 4-5 mois de façon volontaire. J'avais entendu parler d'expériences où justement on avait laissé des bébés sur le bas du ventre de la maman qui finalement, je crois, arrivent tout seuls à trouver le sein, c'est ça? Exactement. Avec tous leurs sens qui sont affûtés, parce qu'ils sont des experts, ils donc ils arrivent à bouger, même parce qu'ils ne marchent pas. Enfin, on est d'accord, ils rampent en fait, ils grimpent, avec la proprioception, avec la vision, parce que le mamelon... Donc s'il n'y a aucune intervention...
Totalement. Ouais, c'est trop beau d'ailleurs, il y a des vidéos comme ça, on les voit grimper jusqu'au sein de leur mère, ils viennent de naître, c'est magnifique. Mais c'est primordial pour le nourrisson d'avoir ces réflexes, sinon il se passe quoi ? Eh bien sinon on peut avoir des difficultés de succion, donc un bébé qui va se laisser mourir de faim. En fait, ça existe ça ? Oui, et malheureusement, un bébé qui n'arrive pas à téter, qui n'arrive pas à se nourrir et qu'il va falloir aider au niveau médical pour suppléer la succion qui n'est pas encore présente par exemple. Et comment vous faites ça ? On est dans des prématurés, des bébés prématurés en fait qui n'ont pas ce réflexe-là. Donc on a des bébés qui savent laper avant de savoir téter. Donc un peu, on met un petit verre et comme un petit chat, en fait, il va venir chercher le lait. Et donc on va attendre que ça mature, développer, solliciter en fait au niveau sensoriel pour développer ce réflexe. Très bien, Marie Ruffier-Bourdet, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer cette immersion dans l'assiette, voire même dans le biberon des tout petits. On parlera aussi un peu d'allaitement et puis de la DME. Savez-vous ce qu'est la diversification alimentaire menée par l'enfant ? Comment ça se pratique ? Quels sont les avantages, les risques éventuels ? On vous explique tout très vite, alors une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on prend soin surtout de l'alimentation des plus jeunes et on va même commencer par les tout petits bébés. On fait ce point avec vous, Marie Ruffier-Bourdet. Vous êtes ergothérapeute spécialisée en pathologie digestive et alimentaire des enfants. Vous êtes également autrice du livre Mes premiers repas avec plaisir et sans stress aux éditions Marabout. Alors on va voir comment se met en place l'alimentation d'un bébé et ça commence évidemment bien sûr souvent par le dilemme sein ou biberon. Est-ce qu'il y a une différence pour vous spécialistes pour la santé de l'enfant ? Vous privilégiez l'une des façons ou pas ? Alors évidemment qu'il y a une différence, on sait que le lait maternel est quand même très bon pour le développement de l'enfant. Après, il y a une différence aussi dans la succion du bébé. C'est-à-dire que la succion au sein est plus compliquée pour le bébé que la succion au biberon, notamment que les biberons choisissent souvent des tétines qui coulent un peu trop vite. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de meilleur choix. Le meilleur choix, c'est la maman qui va le faire en fonction de ce qu'elle a envie. Est-ce qu'elle veut allaiter ? Est-ce qu'elle veut pas allaiter ? Est-ce qu'elle veut allaiter longtemps ? Pas longtemps ? Et en fonction de son choix, en fait, il faut la laisser justement prendre son chemin. Et ça, il n'y a que la maman, on est d'accord, parce que les papas participent au biberon, mais le sein, c'est elle qui doit décider. On ne doit pas la forcer à le faire. Non, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas non plus la culpabiliser de ne pas le faire. Enfin, que ce soit un biberon, un sein, il y a de l'amour et ça... Et il y a du lait surtout. Exactement. Alors, c'est quoi le b.a.-ba de l'allaitement ? Il faut imposer un rythme de tétée, par exemple, ou ça se fait plus ? Moi, j'ai l'impression qu'on prend davantage en ce moment le sein à la demande, non ? Oui, tout à fait. On sait que les 72 premières heures, le bébé, il faut qu'il soit un maximum avec la maman pour stimuler la lactation. Et que les 12 premières semaines, on va en fait proposer un allaitement au signe d'éveil du bébé. Ça veut dire qu'on n'attend pas qu'il crie, parce que s'il crie, il est déjà dans sa zone rouge. Et c'est compliqué de téter dans une zone rouge. On va juste attendre que quand il commence à s'étirer, ouvrir un petit peu la bouche, et ben là, on va le mettre au sein. Et même s'il a besoin de se calmer, de se réguler, on le met au sein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, où tu vas être une tétine. Non, pas du tout. Le bébé a besoin de téter et la maman a besoin que le bébé tète pour avoir une bonne lactation. Donc ça, c'est toutes les 12 premières semaines, on va dire. Après, on aime bien quand même que ce soit un peu réglé, parce que faut dire ce qu'il y est, on n'a plus de vie, nous, les femmes, quand on est vraiment avec un bébé collé au sein toute la journée. Ben, ça va dépendre des mamans aussi. Il y a des mamans qui vont dire, moi, j'en peux plus, j'ai envie de le réguler. Puis d'autres mamans qui vont dire, moi, ça me va très bien comme ça. Vraiment, moi, j'écoute les mamans. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez besoin ? Quel est votre choix ? Quel est votre besoin ? Et après, on va les accompagner pour répondre à ce besoin. Et est-ce que c'est normal ou obligatoire d'avoir mal quand on allaite son enfant ? Il faut surtout pas avoir mal quand on allaite son enfant. Avoir mal quand on allaite son enfant, ça veut dire que soit le bébé a une mauvaise position, a une mauvaise succion, positionne mal les lèvres, peut avoir un frein restrictif. Et là, il faut aller consulter quelqu'un et pas rester avec sa douleur ou les crevasses ou des choses comme ça qui vont amener un arrêt de l'allaitement. Donc si pendant la tétée, pendant la succion du bébé, on a mal, c'est pas du tout normal, hein, vraiment. Il faut consulter quelqu'un pour repositionner. Non, on entendait, oui, il faut brosser les tétons pour les préparer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne faites rien, surtout pas de torture, mesdames, attention. Est-ce que ce que la maman mange durant cet allaitement a une importance pour la qualité du lait maternel ou pas ? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a accouché, on a eu suffisamment de restrictions pendant la grossesse, on a tendance à se dire, bon, maintenant je mange ce que je veux. Hein. Alors le corps est bien fait, parce que du coup le lait, c'est un nutriment qui sera toujours adapté à l'âge du bébé. Et surtout, il faut aussi que les mamans entendent qu'elles ont
dans la plupart du temps, toujours du lait, toujours assez de lait. Seuls 1% des mamans n'ont pas assez de lait. Oui. Donc dire vous pouvez pas allaiter parce que vous n'avez pas de lait, c'est faux en fait. C'est pas ça le problème dans ces cas-là. Alors pour celles qui choisissent de donner plutôt le biberon, franchement, quand on regarde la quantité de lait différent dans les rayons de supermarché, ça donne vraiment le vertige. Comment on choisit ? Est-ce qu'il y a de meilleurs laits que d'autres ? Et surtout, comment faire la différence ? Alors, les laits, ça c'est vraiment médical. Donc c'est le médecin qui va du coup apporter l'information par rapport à ça. Par contre, il y a aussi une multitude de tétines, de formes, de biberons. Et quand on est devant ce rayon, en fait, on se dit mais lequel je vais prendre ? Alors il y a des marques où du coup on va prendre les premières qui arrivent parce qu'ils sont bien placés. Mais surtout qu'ils se disent tous révolutionnaires, la nouvelle tétine qui est comme le sein. Enfin c'est plus du coup. Ils ont tous le même Alors, il n'y aura aucune tétine qui remplace le sein, ça c'est sûr. Après, il y a aussi une désinformation sur la vitesse des tétines. Le bébé grandit, on va augmenter la vitesse de la tétine, alors qu'il faudrait diminuer cette vitesse parce que le bébé est un expert. C'est-à-dire que quand vous faites de la muscu, vous faites pas 100 abdos en premier et 50 abdos au bout de 6 mois. Vous faites le contraire. On les gave en fait quelque part en accélérant. C'est vrai qu'on ouvre l'ouverture du biberon en grandissant. On passe à tétine 1, 2, 3, en général des gouttes. Là, c'est des petites gouttes qui montent la vitesse. Et en fait, il faudrait rétrécir parce qu'il devient plus musclé de la bouche et il est capable d'être plus fort. C'est un muscle, donc il est plus fort, plus expert. Donc il faudrait pas lui faciliter la vie. Il faudrait au contraire continuer à développer ses capacités et ses muscles. Donc quelque part, on peut rester avec la même tétine, enfin le même niveau de tétine. Après, si elle est abîmée, vous la changez. Voilà, c'est ça. Tout le long de l'allaitement au biberon, quoi. Après le biberon ou le sein, on veut toujours, évidemment, parce que ça on nous explique qu'il faut le faire, faire le RO au bébé. Pourquoi c'est si important et est-ce que c'est vraiment obligatoire ? Alors, c'est pas obligatoire, ça va dépendre des bébés, son besoin au bébé et surtout de la façon dont on donne le biberon. On a tendance à donner le biberon position verticale du biberon et le lait coule du coup. Donc le bébé, c'est un peu comme un geyser qui lui arrive dans la bouche. Si on redresse le biberon, on le met à l'horizontale, que le bébé fait les pauses, que la tétine n'est pas remplie de lait. A contrario, on pense qu'il faut la remplir de lait pour qu'il y ait d'air. De l'air. Ouais. Non, mais le bébé, en fait, dans cette position, il fait une alimentation autonome, il fait ses pauses, il reprend, il régule, plus, moins. Et du coup, on a moins de problèmes aussi avec les rots. Ah, d'accord. Mais il y a des bons roteurs. Il y a des enfants, par contre, chez qui il faut... On les relevait et paf, moi j'en avais un comme ça direct. Et l'autre, par contre, il fallait des heures à tapoter dans le dos pour que ça sorte. Est-ce qu'il y a des astuces pour l'aider à faire un rot plus vite, le bébé ? Alors, il y a des très bons roteurs, mais il y a aussi... alors, il n'y a pas forcément d'astuces, mais on peut faire attention, notamment quand on a un bébé qui a beaucoup de reflux. Donc, ça va remonter. C'est pas mettre l'estomac au niveau de l'épaule, parce qu'on va compresser, en fait, l'estomac. Mais zut, c'est ce que je faisais, moi. Je crois que je le mettais comme ça. Donc, on va le monter un tout petit peu plus haut, en fait, pour que l'estomac soit libéré, parce que si je compresse l'estomac, en fait, le lait remonte. Et au lieu d'avoir un rot simple, je vais avoir un rot avec du lait, et donc, j'augmente la régurgitation du bébé. Donc, on le monte un peu plus haut sur l'épaule, le bébé, et pas contre nous avec juste la tête qui dépasse. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu le buste du bébé qui dépasse aussi de l'épaule. Totalement. Ça. Alors, à partir de quel âge, donc, on va passer à l'alimentation un peu plus solide. À partir de quel âge on peut commencer à proposer une alimentation à la cuillère ? Parce que là aussi, j'ai l'impression que les règles ont de multiples fois changé. À une époque, c'était à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois. Enfin, maintenant, il y en a même certains, on entend parfois à 2 mois et demi, 3 mois. Enfin, quel âge on commence la diversification alimentaire ? Alors, on commence entre 4 et 6 mois révolus. Alors, 4 mois révolus, ça veut dire qu'un bébé rentre dans son 5e mois. C'est une erreur qui est fait couramment, c'est-à-dire dès que bébé 4 mois, tac, je commence la diversification. Donc on commence trop tôt presque un peu. On commence un peu trop tôt, sachant que bébé n'en a pas forcément besoin. Par contre, on sait maintenant que proposer les allergènes entre 4 et 6 mois permet en fait au bébé d'avoir moins de risques d'allergie derrière. Avant, on attendait beaucoup plus longtemps chez les familles d'allergiques et maintenant, au contraire, on dit le plus tôt, c'est le mieux. Exactement. Pour les légumes, genre les cacahuètes, enfin les cacahuètes, je dis enfin tout ce qui va être en fait les arachides, tout ce qui va être aussi les fraises. Cacahuètes, on donne pas des cacahuètes à un bébé, évidemment. Merci Mélanie Gomez de ce bon conseil. Non, mais par contre, on peut mettre simplement un petit peu de beurre de cacahuète dans la purée pour donner du goût et en plus on va proposer l'allergène. Dans les familles d'allergiques, encore une fois. Et j'imagine que c'est quand même très dépendant de chaque enfant. Comment on peut repérer que notre bébé est prêt à la diversification alimentaire ? Alors, il y aura un attrait. C'est-à-dire que le bébé qui est prêt, il va commencer à s'intéresser un petit peu, nous, ce qu'on met en bouche, essayer de choper la cuillère, choper l'aliment qui passe. Et là, on va sentir qu'il est prêt. Un bébé, par contre, qui n'est pas prêt, c'est un bébé qui va être plutôt sensible, avoir peut-être des réflexes nauséeux qui vont être encore trop présents et qui nous montrent en fait qu'il n'est pas encore prêt à commencer. Donc là, on peut attendre 1 semaine, 2 semaines, puis chacun en est pas. Il n'y a pas une date. Oui, il y a une date. Non. Alors, il faut quand même commencer à 6 mois. Il faut commencer à introduire les aliments parce que la phase
sensible, c'est 6 et 12 mois, puisque en fait, le bébé va développer son panel alimentaire à ce moment-là, et après, il passe dans une autre phase, c'est le moteur. Donc quand il est prêt, mais pas trop tard non plus, c'est ça le message. Alors si on fait un tour dans les rayons de puériculture, là aussi, on a dit tout à l'heure, des laits, il y en a des tas, des biberons et des tétines, il y en a des tas, mais des cuillères aussi, il y en a des tas de différentes. Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que bon, après tout, on a aussi des cuillères à la maison. Est-ce qu'il faut acheter un outil spécifique? Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de manger avec une louche? C'est un peu compliqué. C'est une bonne image. Pourquoi c'est une louche pour l'enfant, la petite cuillère? En règle générale, si vous baladez dans les rayons, ils sont très larges, très profondes, et donc le bébé, il n'a pas la capacité d'aller chercher. Et surtout, on en met beaucoup, du coup, dedans. Beaucoup trop, en fait, pour le bébé. Donc, il faut choisir des petites cuillères fines, plates, pour que le bébé n'en ait pas trop. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la diversification, c'est pas donner à manger à bébé, c'est le faire découvrir un aliment. Donc même s'il prend un tout petit peu, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Et s'il ferme la bouche dès l'apparition de la cuillère, on fait quoi? Alors, est-ce que déjà il est copain avec la cuillère tout seul? C'est-à-dire que souvent, on sort la cuillère quand on commence l'alimentation. C'est-à-dire on se dit, allez, on commence, je lui donne la cuillère, je trempe et je lui propose. Sauf que le bébé, en fait, il connaît pas cet outil. Donc, il faut déjà qu'il soit copain-copain avec cet outil et qu'il la mette sans rien dedans. On enlève Sophie la girafe et on lui file la cuillère Exactement. Pour jouer, en fait. Ouais, c'est ça. Et Sophie la girafe, elle est bien aussi pour développer la petite bouche de bébé. D'accord, mais ça, c'est une tellement bonne idée. Moi, je me souviens que mon fils, il fermait la bouche comme ça, il faisait non avec la tête. Et vous savez ce que je faisais? J'ai insisté. C'est mal. Hein. C'est pas mal. Je savais pas, moi. Bah oui, mais c'est pas mal, mais on est maman et on essaye. Il mange bien aujourd'hui, tout va bien. Bah maintenant, si il dévore. Bon, ça va alors. Tout roule. Alors d'ailleurs, pour lui donner à manger, est-ce qu'il faut mettre vraiment son enfant en position assise? Parce que moi, j'ai vu des chaises hautes, là, aujourd'hui, un peu transat, qui ont l'air d'être penchées. C'est pas dangereux de mettre son enfant... Enfin, est-ce qu'il faut attendre qu'il tienne debout tout seul, d'ailleurs? Ou est-ce que même les enfants qui tiennent à peine debout peuvent déjà, avec du soutien, des coussins, je sais pas, manger solide? Alors, pour les purées, c'est pas grave. Ça va. Tant que c'est lisse, quoi, il n'y a pas de souci. Tant que c'est lisse, c'est pas grave. Par contre, au niveau des morceaux, si. Il faut que le bébé tienne assis tout seul. Donc, c'est pas s'asseoir tout seul parce que c'est pas la même âge dans le stade de développement de l'enfant. Donc, à partir de 6 mois environ, mais on panique pas si son bébé à 6 mois tient pas assis. Mais à partir de 6 mois, on le met dans une chaise haute. Il faut surtout qu'il ait un appui au niveau des pieds pour se dégager. C'est-à-dire que s'il y a un morceau qu'il n'arrive pas à gérer, il y a un réflexe nauséeux qui s'appelle le réflexe nauséeux de timing qui va lui permettre de faire ressortir en fait le morceau. Donc l'appui-pied, c'est important. L'appui-pied, c'est hyper important et il y en a très peu en fait. Bah oui, je t'en ai réalisé, je crois que j'en avais pas. Mon appui-pied à mon époque. Et la méthode de la DME, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et d'où ça vient? Alors la DME, ça vient de l'Amérique du Nord. C'est la diversification menée par l'enfant. Et en fait, c'est de proposer à l'enfant des morceaux après l'alimentation lactée. Donc ça veut dire dès qu'il tient assis, on va lui proposer des morceaux qu'il va mettre lui-même dans la bouche. Allez, tiens ta carotte. Voilà. Mais on donne pas une carotte entière, on donne des morceaux de quelle taille? Et surtout, on donne des morceaux, moi je parle du stade lézard, du stade croco et du stade de la vache. Le stade lézard, c'est quand le bébé écrase, donc il faut des morceaux qui sont mous. C'est-à-dire que quand vous les prenez entre le pouce et l'index, vous pouvez les écraser. Et si c'est pas le cas, bébé peut pas encore les gérer au début. D'accord. Et quels sont les bienfaits démontrés de la DME? Parce que c'est très à la mode aujourd'hui, mais est-ce que ça a vraiment un avantage ou est-ce qu'après tout, on continue à donner son enfant à manger à la cuillère? Alors, il n'y a pas encore d'études claires là-dessus qui nous permettent de dire la DME, c'est formidable et c'est le meilleur moyen. Ce qu'on sait, c'est par contre qu'il faut introduire les aliments en morceaux solides à partir de 9 mois. Ça, on le sait, que pour l'acceptation après des fruits et légumes, ça va l'améliorer. La DME, c'est bien, mais attention, la DME, c'est aussi proposer des purées, des smoothies, des soupes. C'est pas que des morceaux. Parce que des fois, on tombe dans le truc à se dire je donne que des morceaux parce que sinon, il va s'étouffer si je donne les deux. Non, bébé, c'est un expert sensoriel. Il peut manger une purée et des saucisses. Et vous dites que pour faire découvrir un aliment, il faut prendre un tout petit morceau, même une miette, plutôt qu'un gros. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez un aliment que vous détestez là? Ouais. Vous allez y penser très fort et vous imaginez en fait mettre un énorme morceau ou en entier dans votre bouche. J'ai une andouillette géante devant les yeux. Vous aimez pas ça? Donc visuellement, vous cachez vos yeux. Alors que si je vous mets une miette, ça ressemble déjà plus à ce que vous n'aimez pas. D'accord, c'est une miette. Ah, oui. Au niveau de l'impact sensoriel, il est quasiment nul. C'est-à-dire que votre système sensoriel ne le détecte pas. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de mâcher longtemps. Vous pouvez l'avaler avec la salive. Mais quand je dis une miette, c'est vraiment une miette. Très bien. Eh bien, la miette, on commencera par des miettes d'andouillette. Alors, merci beaucoup, Marie Ruffier-Bourdet. Merci pour cet éclairage sur l'alimentation des 0-2 ans. Merci de nous avoir dévoilé tous vos trucs et astuces pour que manger ne devienne qu'un moment de plaisir pour nos petits. Oui.